Eh bien, nous allons maintenant demander à nos intervenants de bien vouloir nous rejoindre. Merci, nous venons, merci à vous toutes, merci à vous, et puis à vous tous. Je vois que la parité n'est pas tout à fait, respectée. Merci à vous tous d'être avec nous. Nous allons effectivement avoir une table ronde en deux temps. Une table ronde, une première partie, où on va aborder plus particulièrement, même si les lignes bougent, vous allez pouvoir nous en parler, mais on va aborder plus particulièrement les situations de salariés jeunes parents. Voilà. Et puis, dans un second temps, les situations de salariés aidants, sachant que ce sujet est un sujet qui monte, comme on dit. C'est lié d'ailleurs en grande partie, évidemment, à la démographie. Alors, je vais commencer par vous, Marie Mongrenier, pour que vous puissiez nous dire, finalement, ce n'est pas un sujet récent pour les banques, la question des salariés parents, jeunes parents. Ça fait combien de temps de BNP Paribas et sur le sujet? Alors, BNP a signé la charte de la parentalité en 2008, mais bien entendu, cela fait un certain nombre d'années que ce sujet est prégnant, puisque dans le cadre de ces engagements de responsabilité sociale, nous contribuons à développer l'ensemble des dispositifs pour faciliter la qualité du travail et concilier les temps de vie. C'est essentiel aujourd'hui parce que l'enfant est le centre de la famille. On a une pression énorme sur la famille, question d'emploi, d'études, et donc c'est très important pour les collaborateurs aujourd'hui d'être accompagnés. Il y a de plus en plus de questions et de sollicitations des parents pour solliciter cet accompagnement et proposer des réponses les mieux adaptées à leur situation. Très bien. Et concrètement, que mettez-vous en place et comment vous vous y êtes pris? Quelles ont été les grandes étapes? D'abord, nous avons un service d'accompagnement social important. Nous avons une quarantaine d'assistantes sociales réparties sur l'ensemble du territoire national qui offrent à l'ensemble des collaborateurs un espace d'écoute, de conseil et d'orientation sur l'ensemble des dispositifs légaux, mais également sur les dispositifs du groupe. Ces dispositifs, ils se sont bâtis au fur et à mesure des évolutions sociétales et des besoins exprimés et qui ont été poussés par des groupes qui se sont formés pour réfléchir sur ces situations-là. Donc, parmi les dispositifs qui ont été mis en place pour les jeunes parents, d'abord nous avons le démarrage, c'est-à-dire le congé maternité. Donc là, la future maman ou le futur papa sont accompagnés dans cette phase très, très particulière, ce nouveau statut qu'ils vont découvrir. Donc là, on bénéficie de jours pour accompagner pour les examens médicaux, d'aménagement de temps aussi. On a aménagé le temps pour pouvoir disposer, partir plus tôt pour ne pas être confronté au transport, en tout cas cette fatigue que peut causer les transports. Un entretien avec la ligne RH avant de partir pour programmer aussi cette projection de retour aussi, c'est très important. Et puis nous adressons aux parents des guides maternité et le lien à garder avec le travail, en tout cas ceux qui peuvent accueillir ou durant cette période d'absence, pouvoir être en lien avec le travail. Merci. Jean-Charles Échard, vous êtes directeur de l'environnement social à la Société Générale. Quelles ont été pour vous aussi les grandes étapes donc, des services que l'on a mis en place, que vous avez mis en place pour les salariés jeunes parents? Alors, on va dire que historiquement, il y avait un certain nombre de mesures que je qualifierais de mesures financières, d'aide autour de tout ce qui est garde d'enfants, d'aide pour les vacances, pour les études, etc. Donc ça, c'est vraiment dans une vision très historique. Et puis évidemment, des congés, l'accompagnement des congés légaux, et puis un peu plus que les congés légaux. Et puis, nous avons également signé la charte de parentalité il y a quelques années maintenant. Et puis, ça a consacré, on va dire, l'arrivée de dispositifs un peu complémentaires autour de places en crèche, de services, beaucoup plus d'écoute, de temps disponible, de journées supplémentaires, etc. Et puis, peu à peu, on va dire la transformation de l'accompagnement des parents des plus jeunes enfants vers un accompagnement, on va dire, des parents d'enfants à tout âge. Ça a croisé également une autre réflexion qu'on avait et qui a amené l'année dernière la signature de la charte de l'autre cercle pour voir également toutes les formes de parentalité
et sortir, on va dire, du Oui, seul schéma la charte de traditionnel. l'autre cercle pour Voilà. que tout le monde Voilà, suive. donc, Donc, la charte LGBT. Exactement. Ah, voilà. Et donc, prévoir également de ne pas discriminer sur tous les droits liés à la parentalité pour l'ensemble de nos salariés. Donc ça, c'était important et ça nous a amené récemment, en mars, à créer un nouveau congé, qui est un congé d'arrivée de l'enfant, qui concerne en fait tous les cas qui ne sont pas prévus dans la loi, donc ni maternité, ni paternité, ni adoption. Ce n'est pas une décision de justice qui fait qu'un enfant arrive au domicile, et bien, même s'il y a une demande d'adoption, ça peut prendre un certain nombre de mois, voire années. En attendant, l'enfant arrive. Et donc, voilà, on a mis en place ce congé de façon à ce qu'il n'y ait plus du tout de parents sans solution. Alors, on reviendra sur justement la façon dont vous faites émerger les uns et les autres, vous faites émerger de nouveaux besoins, de nouvelles attentes de la part des salariés selon des situations qui sont peut-être au départ pas repérées. Et on y reviendra. Avant, je voudrais entendre Philippe Marpeau. Vous êtes responsable projet des DRH à BPCE, le groupe. Et là aussi, alors, avec un groupe comme BPCE, comment vous faites remonter justement les besoins et les attentes des salariés? Quel process vous mettez en place? Nous sommes dans un groupe coopératif avec un grand nombre d'entreprises. Et ce que nous essayons de faire, c'est d'articuler l'action du groupe proprement dit avec les entreprises localement. Donc au niveau du groupe, on met en place, on met à disposition un certain nombre d'outils et de démarches qu'on propose, des cadres juridiques aussi. Et ces outils et ces démarches sont appropriés par les entreprises localement et au travers des filières, enfin de tous les services de référence sur ces questions que nous animons. Nous faisons remonter les pratiques locales, nous les formalisons, nous les partageons. Et ce système permet une évolution progressive, mais dans la durée, des démarches qui sont mises en place. Et avec des paliers, j'imagine, selon la sensibilité ou les besoins repérés à tel endroit par rapport à d'autres. Chaque entreprise, là-dessus, va faire en fonction de son bassin de vie et de sa situation. Il y a un certain nombre d'objectifs qui sont quand même définis dans les accords, donc qui donnent des cibles aux entreprises. Mais chaque entreprise a vraiment cette faculté d'adapter et de faire en fonction de sa situation. Et ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir recueillir l'ensemble de ce qui est mis en place localement pour le partager. Et on s'aperçoit que beaucoup de solutions émergent parce qu'elles ont déjà été mises en place à un endroit et ça évite de le réinventer et ça facilite beaucoup l'adaptation à des situations différentes. Oui, et puis vous nous déclinerez les outils, tout ce que vous avez mis en place, parce que quand on a préparé notre entretien, vous m'avez listé, d'ailleurs c'est le cas de vous tous, vous m'avez listé beaucoup de dispositifs. Donc on va y revenir. Frédéric Guyonnet, vous êtes président national du SNB. Donc on le voit, cette question de la prise en compte des situations de salariés jeunes parents, elle n'est pas nouvelle dans la banque. Comment vous avez vécu ces années où cette question a émergé, elle a été nourrie, il y a eu des réponses apportées. Quel est votre constat? Alors déjà, le secteur bancaire s'est féminisé et a continué de se féminiser. Aujourd'hui, on est quasiment sur un rapport de 60% de femmes pour 40% d'hommes, avec un âge moyen qui a aussi diminué, ce qui veut dire arrivée du premier enfant. On m'a dit qu'il faut que vous parliez dans ce micro. D'accord. Avec l'arrivée donc du premier enfant, du deuxième enfant, etc. Alors, sur la parentalité, on a plusieurs occasions pour nous, syndicats, de pouvoir négocier. On a la négociation annuelle obligatoire, où on peut négocier des primes de scolarité, des primes de crèche, des jours d'absence. On a la QVT, où on a des chapitres sur la parentalité. Puis après, tous les accords sur le temps de travail, évidemment, où on va adapter certains horaires par rapport à la prise en charge des enfants. Alors, cette concertation, justement, au sein des entreprises, vous avez vu une évolution dans la façon de parler des sujets. Tout à l'heure, on parlait, par exemple, de la charte LGBT, la charte L'autre cercle, qui est plus récente, on va dire, la charte de la parentalité. Alors, sur ce sujet-là, la parentalité, on a des avancées.
chaque année, on avance sur ces sujets-là et on s'adapte à la population. Comme vous dites, chaque année, il y a effectivement l'occasion d'en parler. Alors justement, comme on en parle chaque année, Madame Mongrenier, il y a des constats qui sont faits. Comment sont faits les suivis? Comment sont faits les remontées finalement pour évaluer l'efficacité des dispositifs qui sont mis en place ou des outils d'ailleurs que vous mettez en place? Alors d'abord, on assure des veilles sociales. Ce qui est important, hein, c'est d'avoir des veilles sociales sur les sujets d'actualité, d'évolution des structures des familles. Ça, c'est un élément très important pour nous permettre d'accompagner la mise en place ou l'émergence de nouveaux dispositifs. Après, nous avons effectivement des actions que nous menons, que nous mesurons. On a un événement annuel qui est très prisé, qui est la semaine de la parentalité. Oui. C'est la semaine au cours de laquelle c'est un événement, on en est à la 10e édition cette année, qui capte un certain nombre de sujets. Notamment cette année, on va parler du cyberharcèlement, nous allons parler de la place de l'argent au sein du couple, nous allons parler des nouveautés en neurosciences sur le développement de l'enfant, des choses très importantes, et puis sur tout ce qui est l'accompagnement à l'adolescence autour de la sexualité, par exemple. On a environ 4000 collaborateurs, puisque ce sont des connexions. Nous avons pu aujourd'hui, avec les évolutions technologiques, pouvoir connecter le plus de collaborateurs possible, puisque ce sont des événements, nous sommes sur le territoire national, donc ces événements, avec les nouvelles avancées depuis la crise sanitaire d'ailleurs, qui a accéléré toute cette nouvelle technologie, nous permet de capter le plus possible de collaborateurs. Il y a des événements qui se font au niveau local, au niveau des régions, avec nos assistantes sociales, avec la diversité, un certain nombre d'acteurs, des associations et des spécialistes de l'enfance. Ce sont des sujets que nous poussons et que nous expérimentons. Voilà, au fur et à mesure de tout ce qui peut remonter au niveau de nos assistantes sociales, mais aussi des lignes RH. C'est très important de voir ces évolutions. Nous les sensibilisons, nous faisons des actions de sensibilisation pour pouvoir aider les managers à comprendre et à capter ces nouvelles adaptations là, au quotidien. D'accord, et donc ça permet, j'imagine, ce suivi au fond, hein, et cette sensibilisation, ça permet aussi de discuter avec les prestataires de services. J'en viens à Arnaud Maigre qui est avec nous, de discuter, j'imagine, là je parle de la ligne RH, de discuter avec les prestataires sur les offres, peut-être aussi la qualité de l'offre, j'imagine, les évolutions de l'offre. Arnaud Maigre, comment ça se passe les discussions avec vos clients qui sont des relations humaines? Alors, oui, et puis votre groupe. Si vous pouvez donner le nom. Je vais dire deux mots sur qui je suis parce que tout le monde connaît les crèches expansion familier. Voilà. Alors, donc, je suis le connu. patron de Réseau AMA, c'est un groupe de services à la personne avec 3 pôles. Il y a un pôle petite enfance avec un réseau de crèches. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 crèches et 200 référents santé. Je vais vous dire ce que c'est. Et puis un pôle senior avec des maisons de retraite et un réseau d'aide de domicile. Et puis on a au milieu un pôle qui fait ça, qui est un pôle digital dans lequel on fait notamment beaucoup de formations pour les jeunes parents. Alors, dans le pôle crèche, bien sûr, on reçoit des jeunes parents qui peuvent être envoyés par des entreprises. Donc, effectivement, il y a un lien avec le monde de l'entreprise. Sauf que nous, on est plutôt placés sur des territoires, on va dire, urbains. On n'est pas dans les grandes villes, on est plutôt, pas à la campagne, mais sur des agglomérations de 15 000, 20 000 habitants. Et puis, nous avons également développé tout un service dit de référent santé avec un plateau d'infirmières pédagogiques qui donc vont contrôler ou plutôt accompagner, aider des micro-crèches. Aujourd'hui, on en a plus de 200. Donc, ça veut dire qu'avec notre réseau, on travaille sur 300 micro-crèches sur tout le territoire français. Et nous sommes des spécialistes de la qualité du service dans les crèches. Donc, le référent santé, il est là pour vérifier que les problèmes de santé sont bien réglés, vérifier des problèmes de parentalité. Il peut y avoir des conflits avec des parents, entre le personnel et les parents. Il peut y avoir des difficultés avec les enfants. Et donc, on va conseiller et même organiser des petites, pas des tables rondes, mais comme vous, on va connecter des gens sur des questions qui concernent leur enfant. Donc, on a une préoccupation de la qualité de l'accompagnement des enfants dans le crèche. C'est plutôt sous l'angle santé, mais on va s'intéresser aux questions d'alimentation, aux questions d'hygiène, aux questions physiques et aux problèmes d'addiction aussi des écrans, qui est un problème important dans les crèches. Et puis, on a une difficulté qui est aussi un vrai problème de parentalité, qui est la détection de l'autisme. On s'est lancé il y a maintenant 3 ans dans tout un dispositif d'accompagnement des enfants autistes, et on a été dans l'accompagnement un peu vite, parce qu'en fait, le premier problème, c'est la détection. Et vous savez que dans les crèches, c'est compliqué. L'autisme va être détecté souvent à partir du 18e, 19e mois, quand l'enfant commence à parler et on voit qu'il y a une différence avec les autres enfants.
Et donc voilà, on a mis en place tout un vrai dispositif avec le plateau digital de Hama Campus de formation pour détecter donc au sein de nos crèches et au sein du réseau qu'on accompagne les enfants autistes. C'est un vrai problème de culture. Et là, si les entreprises pouvaient nous aider, il y a un vrai problème de culture parce que les jeunes parents sont confrontés à ce problème. Et on va dire dans certains pays de culture, par exemple anglo-saxonne, je pense au Canada, on va détecter les problèmes de l'enfant assez rapidement et on va agir. Et dans notre société française, malheureusement, on agit trop tard, alors que les premières années sont cruciales pour aider l'enfant à se réinsérer. Donc un gros dispositif d'accompagnement de l'autisme dans nos crèches. Et on a monté une formation à la détection pour tous les parents et à l'extérieur, en lien avec l'université de Rennes. Donc on a embauché une doctorante qui est spécialisée dans l'autisme et on a donc fabriqué cette formation qui est utile parce qu'une partie du problème, c'est vraiment la détection. Quand on a résolu ça, après on peut commencer à accompagner. Mais déjà la détection, c'est très important. Et donc on voit bien, hein, là aussi, oui. donc, des réflexions qui portent sur des situations particulières aussi. Hein. Un parent, un salarié parent qui a un enfant avec peut-être un soupçon d'autisme, oui. Si je comprends bien. Et donc là, vous développez aussi des propositions qui sont adaptées à des situations quand même, heureusement d'ailleurs, très particulières. Alors on forme nos équipes à accompagner ces enfants. Mais je crois vraiment que le problème, c'est de détecter parce qu'on a beaucoup de mal. Et en fait, l'autisme est détecté plutôt en maternelle, quand l'enfant vraiment ne parle pas et que les parents sont convaincus qu'il y a un problème. Mais il y a toute une période qui est cruciale, intermédiaire, où les enfants sont en crèche, où malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est pour ça que nous avons mis en place, pour toutes ces situations, une plateforme de formation qui va aider les jeunes parents. Alors, ça a été fait pour les professionnels, mais on voit que ça intéresse les parents. Donc, on a des formations qui vont aider, par exemple, les parents sur des problèmes d'hygiène, d'alimentation. Ça va être aussi des choses, je dirais, pour le bien-être de l'enfant, par exemple, le yoga pour les bébés ou pour les tout-petits. Ça va être des choses moins fun sur tout ce qui est handicap et autisme, tout ce que maladie des enfants, les risques psycho-affectifs, voilà, la violence, éventuellement, les comportements agressifs chez les enfants. Et puis, c'est aussi ce qui est très demandé, tout ce qui est sur les méthodes pédagogiques, donc actives comme Montessori. On a fait une formation pour les 0-3 ans, 3-6 ans, enfin voilà. Donc on essaye, si vous voulez, à partir de notre accueil en crèche, de développer un univers de service qui va s'adresser aux professionnels d'abord, puisqu'on est des gens de terrain et notre premier objectif, c'est d'abord de bien accompagner les enfants dans nos crèches, mais on voit finalement que ce qu'on fait finalement intéresse les jeunes parents. Par exemple, on a une gazette en interne qui est faite pour nos professionnels sur des sujets très pointus. Et finalement, on en a fait une version pour les parents. Parce qu'on se dit, 10 pages sur un sujet un peu pointu, ça les intéresse. Alors, on voit que... merci. Donc, je me tourne vers Philippe Marpeau. Avant d'envoyer on a une petite vidéo de Jérôme Ballarin. Mais avant de l'envoyer, Philippe Marpeau, on voit que la question de la sensibilisation, finalement, on vient de l'entendre encore, hein, la sensibilisation des personnes aux situations qu'elles vivent, finalement, des salariés, hein, aux situations qu'elles vivent en tant que jeunes parents. Et peut-être d'ailleurs, on dit jeunes parents, mais on va peut-être y venir ensuite, peut-être aussi lorsque l'enfant est un peu plus âgé. Il y a aussi des choses à dire, certainement. Je sais que vous avez des choses à dire. Mais on voit que cette question de la sensibilisation du salarié, elle est importante. Vous pouvez nous dire comment vous y prenez pour sensibiliser les salariés finalement aux offres que vous avez? En fait, on met à disposition des entreprises un certain nombre de guides que les entreprises peuvent adapter. Donc, elles les adaptent localement en fonction de leur situation, de leur propre dispositif. Et le travail consiste aussi à accompagner les entreprises dans la mise en place de ces dispositifs et à favoriser, comme je le disais tout à l'heure, l'échange entre les entreprises pour qu'elles puissent voir ce qui se fait en fonction des situations et prendre une idée à un endroit qui peut être adapté à leur propre situation. Donc, en fait, le travail est vraiment je crois que le travail d'échange sur ce qui est proposé est essentiel. À la limite, ce qui est le plus important, c'est comment on peut s'approprier ce qui est proposé, voire le changer, le transformer, plus que la proposition en tant que telle. Parce qu'on s'aperçoit que localement, les situations sont différentes
et que donc on ne peut pas avoir des solutions universelles. Et vous associez les salariés à la conception du Alors, guide? quand on travaille sur des guides, oui, on essaie toujours d'associer les salariés des entreprises à leur conception et à leur actualisation. Alors, je vous propose qu'on lance, je ne sais pas si en régie c'est bon, c'est calé, alors on y va pour un petit mot de Jérôme Ballarin, donc fondateur de l'Observatoire de la parentalité, qui est devenu entre-temps, là aussi c'est un signe des temps et d'évolution, c'est devenu donc l'Observatoire de la QVT. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé de ne pas pouvoir être physiquement présent avec vous aujourd'hui, étant retenu à l'animation d'un séminaire dans une grande banque de déploiement de son nouveau pacte managérial. Mais à travers cette courte vidéo, je suis heureux de pouvoir partager quand même quelques convictions sur la parentalité, qui est un enjeu qui me tient à cœur depuis 2008, l'année où j'ai lancé la charte de la parentalité en entreprise. Et je remercie Olivier Peraldi de m'avoir permis d'être virtuellement avec vous aujourd'hui. Alors, cette charte, elle a été signée par un grand nombre de banques. Je pense notamment à la Société Générale et au Crédit Agricole, qui sont même allés plus loin en adhérant à l'Observatoire de la qualité de vie au travail. Comme vous le savez sans doute, cette charte, elle a d'ailleurs été réécrite et on l'a lancée à nouveau pour remobiliser le réseau des signataires en octobre dernier. On a revu son texte pour le rendre plus inclusif, pour que cette charte de la parentalité concerne toutes les formes de famille et concerne la parentalité. Alors aujourd'hui, Olivier m'a demandé de me centrer sur les problématiques des jeunes parents. Et je voudrais partager avec vous 4 enjeux prioritaires, me semble. Les managériales et les culturels concernent la liberté de parole. Ces jeunes parents qui ont une conciliation vie pro-vie familiale plus compliquée, on va dire, avec des petits à la maison, souvent un premier enfant qui vient chambouler pas mal la donne, l'organisation. Donc, c'est vrai que d'avoir un management bienveillant, à l'écoute, voilà, qui tienne compte de ces spécificités, c'est vraiment un point majeur. Et puis aussi lutter contre les stéréotypes, notamment ceux qui touchent les jeunes pères, qui entendent encore trop souvent des colibés du type ah bah tu prends ton après-midi alors qu'ils partent en fin d'après-midi pour chercher leur enfant à la crèche, voire parce qu'ils viennent d'être appelés parce qu'un enfant a un problème à l'école maternelle, a de la fièvre ou autre. Le deuxième enjeu, il est organisationnel. La flexibilité des horaires, des règles simples pour la vie quotidienne, du type pas de réunion tôt le matin ou tard le soir. Ça rejoint toutes les problématiques de droit à la déconnexion également. Le télétravail, qui s'est pas mal développé ces 2 dernières années, mais qui peut être un levier aussi, notamment pour ceux qui ont des temps de transport assez longs. Le troisième enjeu, sans surprise, il concerne les services, la garde des enfants. On sait qu'on manque de 30 000 places de crèche en France, de 200 000 solutions d'accueil du jeune enfant. Donc, ça peut être encore pour les jeunes parents un parcours du combattant. Et là, les employeurs peuvent aussi les aider. Et puis enfin, le quatrième enjeu, il concerne le management de soi, qui est un sujet qui me tient à cœur. C'est pour moi une nouvelle frontière de ces sujets de qualité de vie au travail. Il s'agit d'aider ces jeunes parents à ne pas s'oublier, à prendre soin aussi de leur hygiène de vie. Moi-même, pour terminer par une anecdote, étant jeune papa, je pense que j'ai un peu trop arrêté de faire du sport, j'ai pris pas mal de poids. Je l'ai payé ensuite, j'ai dû rattraper les choses. Voilà, donc cette question du management de soi, comme pour l'ensemble des salariés, c'est une question vraiment très importante pour les jeunes parents. Voilà. Merci encore de votre attention. Très bonne table ronde à vous toutes et tous. Le management de soi, Jean-Charles Échard, je sais que vous prenez ça aussi en compte à la Société Générale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu ? Oui, absolument, c'est important. Ça rejoint d'ailleurs les problématiques, ou plus exactement les pistes de solutions qui ont été évoquées avec le développement du télétravail, avec toutes ces nouvelles formes et cette nouvelle composition, on va dire, du temps hebdomadaire et annuel. Oui, certes, ça procure un certain nombre d'avantages pour les jeunes parents ou les parents d'ailleurs d'enfants un peu plus grands, cette flexibilité, ce gain sur les temps de trajet, etc. Mais je pense qu'on est au tout début seulement, même si le télétravail existe chez nous depuis un certain nombre d'années, mais il a été nettement dopé
depuis l'automne dernier, on a doublé, voire triplé le temps de télétravail pour certaines populations. Et on se rend compte que voilà, il y a des avantages, mais il y a sans doute un certain nombre d'inconvénients, un certain nombre de dérives auxquelles il faut faire attention, et notamment dans le fait de continuer à faire attention à soi. C'est pas parce qu'on est en télétravail qu'on va du coup avoir du temps pour ses enfants, mais du temps pour ses enfants plus le temps de travail, eh bien, il faut quand même en garder un petit peu pour soi. Ça, c'est des choses qu'on avait, je ne vais pas dire qu'on les avait pas pressenties, mais on n'avait pas senti leur acuité en tout cas, avant de le vivre en vrai là, depuis quelques mois. Donc ça, c'est vraiment un sujet en tout cas qui nous interpelle et qui va forcément amener de la régulation dans les mois qui viennent. On va pouvoir entendre Frédéric Guyonnet sur ce point. Juste, Mélissa, vous me faisiez signe, il y a une question qui a été posée sur le déni, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc, je disais simplement, comment vous accompagnez le parent pour accepter... Il faut ouvrir, vous preniez le micro. Mélissa. Donc, je disais, comment vous accompagnez le parent pour accepter cette détection, le déni? Donc on présuppose qu'il y a un déni. Je ne sais pas qui répond, qui veut se lancer, et puis on reviendra sur Frédéric Guyonnet. Je pense que selon vous, sur le déni, il y a la médecine du travail, il y a l'assistante sociale. Enfin, on a dans nos entreprises des structures, le syndicat aussi peut répondre à ce type de questions. Je pense qu'on a différentes structures dans l'entreprise pour accompagner le salarié. Je suis un peu étonné sur le déni pour le salarié jeune parent. Je me demande si on ne va pas le retrouver plutôt sur notre deuxième partie. Ça peut-être trait à l'autisme. Oui, c'est ça, c'était je crois que la question est en lien. C'est l'acceptation du handicap, c'est toujours très très compliqué. Donc je pense que pour des parents, déjà percevoir une difficulté, ce n'est pas si simple. Et justement, ce que nous faisons, nous, c'est vraiment les assistantes sociales, c'est cet espace d'écoute qui permet aussi de sensibiliser et d'ouvrir des perspectives, mais aussi en passant par l'acceptation, mais en se projetant sur un accompagnement qui est beaucoup plus important. Donc je pense qu'il y a des phases importantes d'accompagnement et qu'on peut pas... Enfin, le déni fait partie de toute façon de la première phase, j'ai envie de dire, l'avant-acceptation pour comprendre, pour se projeter dans cette nouvelle situation familiale. Alors, dans nos crèches, pour éviter ce déni, déjà il faut que les personnels soient formés. Il faut déjà que et c'est pas facile, puisque vous savez que l'autisme, c'est pas en réalité c'est un faisceau d'indices avec des troubles de comportement et le diagnostic final n'est pas établi avant 5 ou 6 ans. Donc en réalité, on est dans le flou, on est dans des zones de gris, et même les personnels ont du mal. Et donc la première des choses, c'est que, je parle du point de vue des crèches, évidemment, c'est que les personnels soient formés à ça. Et puis dans un deuxième temps, s'ils sont formés, effectivement, ils peuvent commencer à dialoguer avec les parents. Et donc ça, c'est une première façon de lutter contre le déni. Et puis, je dirais la deuxième, c'est la formation. Il faut qu'il y ait un problème culturel en France sur cette maladie. Et donc, les parents doivent se rendre compte aussi que si on agit rapidement, on peut avoir des résultats assez efficaces. Donc, ça dépend évidemment du taux, enfin des troubles des enfants. Il y a plein de graduations. Mais pour ceux qui ne sont pas en trop grande difficulté, on peut éviter de les bloquer dans du mutisme, on peut intervenir assez rapidement, il y a des outils, il y a des techniques, et donc les parents doivent prendre conscience que s'il y a des troubles constatés chez l'enfant, ce n'est pas forcément un drame, on peut trouver des solutions rapidement et est assez efficace, mais ça demande de la formation, de la sensibilisation, et c'est ça la difficulté aujourd'hui. que l'on rencontre. Alors c'est une bonne illustration effectivement de la question aussi du handicap. C'est ça, sur la mission handicap. Et là pour le coup, on est peut-être aussi sur des questions qui touchent des parents avec des enfants un peu plus âgés. Oui, aussi. tous les âges. Mais nous avons une mission handicap au sein de BNP Paribas qui est effectivement fait en liaison avec aussi les assistantes sociales, des actions de sensibilisation et d'information justement sur l'ensemble de ces sujets. Ça permet aussi quelque part de réveiller les parents, de se faire questionner. Et du coup, oui, on entend du déni, on passe par des phases d'interrogation qui peuvent aussi vous amener du coup à être dans une écoute différente lorsque vous interpellez les parents sur une éventuelle problématique ou en tout cas d'avancer sur cette acceptation et de faire en tout cas les examens qui sont nécessaires pour pouvoir confirmer un diagnostic. Je crois que ce qui est important, c'est de ne pas laisser les parents seuls.
Et effectivement, nous avons en place également un réseau d'assistantes sociales. Bon, les médecins du travail, ça peut effectivement être un acteur qui vient en appui. On a également décidé, alors il y a 2 ans, à l'occasion du début de la crise sanitaire, d'offrir à nos salariés, via notre mutuelle d'entreprise, des séances avec des psychologues qui sont offertes, donc qui permettent également ce relais. Parce que c'est peut-être un pas difficile aussi à franchir, et puis il y a la difficulté aussi, ne serait-ce qu'en termes de délai de rendez-vous, etc. Donc voilà, tout un ensemble, tout un faisceau de dispositifs qui fait en tout cas qu'on ne laisse pas les parents seuls face à cette difficulté. Les salariés parents BPCE, ils ne sont pas seuls. Non, les salariés parents à BPCE ne sont pas seuls, puisque je crois que ça a déjà été évoqué, mais dans toutes les entreprises, il y a des structures qui existent pour les accompagner. Il y a à la fois la DRH, c'est quand même son rôle de pouvoir être attentif à ce type de situation. Et puis il y a des assistantes sociales qui aussi peuvent accompagner ces situations-là. Donc, on voit bien avec vos 3 exemples, et puis on en a parlé aussi avec Frédéric Guyonnet, mais on voit bien qu'effectivement il y a une batterie de dispositifs, et si on fait la liste, elle est longue, à vrai dire. On est bien d'accord qu'il y a toujours plus à faire et qu'il y a toujours du chemin devant nous. Mais on voit aussi que de ce point de vue, il y a des aspects très exemplaires que l'on peut retenir dans vos actions. Oui, Frédéric. Oui, encore faut-il que le salarié fasse la démarche, ou au moins que le manager de proximité puisse détecter la problématique et faire remonter cette problématique auprès de la RH ou de l'assistante sociale pour que le salarié soit pris en charge. Parce que souvent de fois, le salarié se renferme sur ces problématiques-là et ne va pas au bout de... Oui. C'est l'intérêt de ce type de rencontre, et de parler de ces choses-là ensemble. C'est effectivement de montrer que des solutions existent, elles sont mises en œuvre. Alors, je vois que nous sommes à -20 déjà, en fait, et on est bien d'accord, on n'a pas épuisé le sujet. Non. On est bien d'accord. Mais on sait aussi qu'on a un autre sujet qui nous attend. Je pense qu'on va reparler du déni, sûrement sur le deuxième sujet. Donc, Arnaud Maigre, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va accueillir maintenant Christine Lamidel, qui ne doit pas être très loin. Voilà. Merci de nous rejoindre, si vous voulez bien. Pour aborder donc la deuxième partie de notre table ronde. Ah oui, d'accord. Donc on équipe Christine Lamidel d'un micro. Oui, bien sûr, Mélissa, allez-y. Est-ce que le congé supplémentaire de 45 jours et de 90 jours peut être utilisé par un parent à la place d'un autre parent? Cette question s'adressait, je pense, c'est une bonne question. Alors, c'est des questions que je vais vous transmettre. C'est le congé parental d'éducation. Alors, on l'a pas genré. Donc, aujourd'hui, en tout état de cause, dans la convention collective de la banque, on dit un parent. Donc, au titre de la loi, aujourd'hui, ce serait plutôt la maman. Mais les choses évoluent. Donc, à ce stade, en tout cas, on est plutôt, je trouve, la maman, on est plutôt... L'usage actuel, c'est complètement ça. Très, très majoritairement. Voilà. Alors, pour la maman, sauf des cas où, malheureusement, voilà. La maman n'est plus là. Ça, mais sinon, je pense qu'il n'y a pas d'exclusion de droit, en tout cas, de ce congé. Et d'ailleurs, Jean-Charles Léchard, justement, vous avez, vous, un certain nombre de dispositifs aussi qui sont finalement ouverts pour des parents qui sont dans des situations particulières, pardon, pour des salariés. Pour des salariés, oui. Salariés qui sont dans des situations particulières qui n'avaient pas forcément été repérées au départ, et vous leur faites bénéficier aussi du dispositif. Absolument. Vous pouvez nous en dire plus? Oui. Alors, on a démarré, là, on est en train de démarrer vraiment un nouveau dispositif de congé, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de salariés qui, entre guillemets, n'avaient droit à rien, qui n'étaient couverts par aucun type de congé. On a été interpellé notamment sur des parents, des salariés en tout cas, qui recevaient un enfant suite à une décision de justice, par exemple. Voilà, l'enfant arrive, il faut s'en occuper. Qui peuvent aussi, dans les législations de certains pays étrangers,
qui se trouvent à devenir en quelque sorte coparents d'enfants, et donc avec des enfants qui en plus arrivent d'un pays étranger, qui se trouvent, qui arrivent dans un foyer. Et bien là aussi, évidemment, ils prenaient leur congé, mais l'objectif, c'est bien sûr de les aider et de leur offrir un socle de congé minimum, qui va leur permettre en tout cas d'accueillir cet enfant à domicile. Donc, et là, on n'est pas du tout, c'est évidemment non genré, il n'y a pas de condition d'âge d'arrivée de l'enfant, il n'y a pas tout ça. On est vraiment en plus de tous les dispositifs légaux ou conventionnels qui peuvent exister. Nous avons la même chose chez BNP Paribas pour le coup, dans l'accord signé en 2020. On a droit à 30 jours pour l'accueil d'un enfant. Lorsqu'on n'a pas de dispositif légal, on ne peut pas bénéficier d'autres dispositifs. Donc c'est quelque chose qui est efficace dans un accord d'entreprise. Je pense que Mélissa et donc l'internaute qui nous a posé la question ont une partie de la réponse, en tout cas, parce que là, on voit qu'il y a des solutions qui sont développées par les banques. J'imagine que BPCE a aussi ce type d'approche, certainement. Oui, l'approche est la plus ouverte possible. Après, elle se met en place progressivement et selon les entreprises. Maintenant que Christine Lamidel est équipée d'un micro, il nous a rejoint, donc on va passer au deuxième volet, je vous le promets, sur les salariés, les situations de salariés aidants. 11 millions de proches aidants en France. Un aidant sur 2 est salarié. Ce sont des chiffres qui ont été repris par France Stratégie dans une étude récente qui date de février 2022. Le mur démographique, il est devant nous encore. Et c'est ça en 2030. On voit que les besoins vont donc augmenter. Alors, Marie Mongrenier, comment on identifie, justement, on parlait de déni tout à l'heure, comment on identifie un salarié aidant ? Alors, d'abord, nous, on n'identifie pas, il n'y a pas de statut particulier. C'est compliqué d'identifier un salarié aidant, sauf au travers, effectivement, de signaux ou d'échanges que nous avons. Un collaborateur vient vous voir pour une situation particulière et au fil de la discussion, on se rend compte qu'il est aidant. Donc, on lui fait prendre parfois connaissance qu'il est aidant. Donc, de fait, il y a la loi qui donne effectivement des critères et qui vous positionne comme aidant lorsqu'on est en filiation. Et puis, avec les autres cas, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte qu'ils sont aidants. Bon, on voit bien au travers des situations complexes qu'ils traversent que ça, on va le détecter à un moment ou à un autre. Donc, ces salariés, évidemment, on les accompagne au mieux. On essaie déjà de voir avec eux quel plan d'accompagnement on peut mettre en place, c'est-à-dire d'accepter ce statut d'aidant. Bien souvent, ils ne veulent pas se déclarer. Ils ont peur que ça ait des conséquences aussi sur l'emploi. On parlait tout à l'heure du développement professionnel. Vous dites qu'ils ont peur parce qu'ils ont besoin de temps, ils ont besoin de s'organiser, donc ils vont être moins disponibles, pardon du terme, alors que ce n'est pas du tout ça, mais en tout cas, ils ont des contraintes parfois d'horaire pour accompagner, ils arrivent plus tard parce qu'ils ont des médicaments à donner à leurs proches, ils ont des rendez-vous à l'extérieur pour accompagner leurs proches. Bon voilà, donc ils sont plutôt topés comme des personnes. À leur sens, ça peut être des perceptions. Les managers, il y a des managers bienveillants, il y a des personnes qui n'ont pas envie parce que c'est leur vie privée, c'est le domaine de la vie privée. Donc c'est un sujet qui n'est pas si simple à aborder. Même si aujourd'hui on parle de plus en plus et on met sur les pouvoirs publics, quand même, on met plus en visibilité les aidants, ce n'est pas un sujet qu'on va instantanément positionner dans une entreprise. Alors que ce que nous souhaiterions justement, nous, c'est le banaliser, pardon de l'expression, mais en tout cas que ça fasse partie des choses naturelles, ça fait partie du devoir familial. Et donc, si vous êtes aidant, vous êtes considéré comme n'importe quel collaborateur, mais au contraire, on va essayer de faciliter votre temps de travail, en tout cas votre adaptation au travail. Donc aujourd'hui, on peut avoir du temps à la carte. On a aussi un système de dons pour les aidants qui accompagnent des parents gravement malades ou des enfants gravement malades. Nous avons des soutiens et des aides financières aussi pour les accompagner. Voilà. Et nous sommes en train de travailler également sur la visibilité de la compétence de ces aidants. Parce que s'occuper de ses proches, ça nous fait aussi développer des compétences. Donc on est en train de pousser aussi les aidants à se manifester, en tout cas à se déclarer, parce que c'est important de ne plus être dans l'ombre. En tout cas, nous sommes des salariés comme les autres. Et nous assurons notre part de travail comme les autres. Par contre, on a besoin de temps pour s'occuper aussi de nos proches. Alors sur les compétences, on y reviendra sur les compétences pour savoir comment peuvent-elles être intégrées ou utiles, ou je ne sais pas, dans l'espace de travail. Philippe Marpeau, vous avez d'abord, BPCE a reçu un prix récemment, le prix de l'entreprise salarié aidant, avec une part de diagnostic. Vous pouvez nous dire ? Alors, je crois que c'est un prix qui a récompensé une démarche globale d'inclusion et d'accompagnement qu'on met en place progressivement.
qui n'est pas terminé, qui bouge sans cesse et qui repose sur un certain nombre d'outils qu'on a mis à disposition des entreprises, que le groupe a mis à disposition des entreprises. On a conçu par exemple un guide pour les salariés aidants qu'on a fait avec un groupe de salariés aidants. Il est fait sous forme de questions-réponses, donc il est très proche de leurs préoccupations réelles et il intègre aussi un certain nombre d'éléments réglementaires dedans et d'éléments de protection qui existent dans le groupe. Et les entreprises ont la possibilité de le personnaliser en y intégrant leur propre dispositif localement. Et alors, un guide comme ça, c'est efficace si on profite de ce guide pour communiquer autour de la situation et le mettre vraiment en visibilité à l'occasion d'actions ou d'événements qui sont mis en place dans l'entreprise pour que ce guide ne passe pas un petit peu inaperçu. Donc, le fait d'avoir un prix, évidemment, aide oui, ça a mis un peu plus en visibilité ce qui était construit dans le groupe, et puis ça a donné une vision globale de ce qui était construit. Et la deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un guide de politique aidant. C'est-à-dire qu'on a mis à disposition des entreprises, c'est aussi quelque chose qu'on a construit avec les entreprises, une démarche de construction d'une politique aidant. Comment on peut construire une politique aidant? Donc, dedans, il y a un schéma de construction d'une politique, il y a des pistes d'action, il y a toute une série d'actions qui ont été recensées en dehors du groupe et un maximum d'actions qui sont recensées dans les entreprises du groupe. Et on y adjoint même les accords des entreprises qui concernent ces sujets-là. Donc ça permet d'avoir une boîte à outils très importante qui permet d'aborder le sujet un peu sous tous ses angles possibles, et puis ensuite de partager ensemble, là encore, entre les entreprises, parce que quand on met à disposition ce qui existe dans une entreprise, forcément les référents entre eux vont prendre contact pour voir dans quelles conditions ça a été mis en place. Ce qui me semble essentiel, c'est pas tant les solutions que le contexte dans lequel ça a été mis en place, la problématique à laquelle l'entreprise a voulu répondre. Parce qu'en fait, une solution en tant que telle, elle est pas bonne universellement. Ce qui nous frappe, c'est que quelquefois, des solutions sont mises en place sur des sujets tout à fait différents, mais avec une approche identique. C'est-à-dire que la problématique, elle a été identifiée de la même manière dans une entreprise pour un autre sujet, et l'entreprise va conduire quelque chose autrement, sur un autre sujet, mais en ayant fait la même démarche. Et c'est la démarche qui l'a intéressé, plus peut-être que la solution qui a été mise en œuvre. Et après, il y a une évaluation qui permet de savoir où ça marche le mieux, pour quelles raisons Alors, dans ce recueil, on essaie toujours aussi d'avoir ce que l'entreprise met en place pour mesurer son action. Donc, c'est des éléments qui répondent à... C'est partagé en CSE? C'est partagé avec les partenaires sociaux? Ah oui, c'est partagé avec les partenaires sociaux, oui. Jean-Charles Échard, on parlait de boîte à outils à l'instant. Quand on préparait les prises de parole, vous me disiez que vous travaillez aussi avec la mutuelle. Oui. Donc ça serait intéressant là, que vous puissiez nous dire comment tout cela s'articule. Bien sûr. On a depuis quelques années, on a beaucoup, on va dire, délégué de sujets autour de l'aide aux aidants à notre mutuelle. Chance d'avoir une mutuelle d'entreprise, donc c'est vrai que c'est probablement un petit peu plus facile de faire le choix des services qui sont offerts. Pourquoi ça? Parce que on s'est dit que dans les aidants, on avait les salariés, mais on avait aussi nos retraités qui étaient malheureusement aussi souvent beaucoup aidants. Et du coup, c'est important d'offrir un service de même niveau de qualité, tant à nos salariés qu'à nos retraités. Donc, c'est ça le choix initial de la mutuelle. Et c'est vrai qu'on a opté pour des services assez importants, enfin, on va dire assez haut de gamme sur le sujet, notamment qui vont jusqu'à ce qu'on appelle souvent les vacances des aidants, notamment pour les aidants lourds, entre guillemets, de façon à ce qu'ils puissent souffler. Voilà, donc ce sont des services assez importants qui ont été mis en place, mais qui, je dois bien l'avouer, restent
assez peu utilisé, sans doute par rapport aux chiffres Alors, c'est pareil, on a du mal, nous aussi, à avoir le chiffre exact, mais voilà, on a également des dons de jour, finalement, ils ne sont pas beaucoup utilisés. On voit que ce passage, finalement, à l'acte « je suis aidant », reste le frein principal, en fait, parce que derrière, on a des dispositifs. Voilà. Je ne m'explique pas encore bien pourquoi, mais... Bon. Alors, Frédéric Guyonnet, quel rôle peut jouer une organisation syndicale dans cette sensibilisation des salariés qui sont en situation d'aidance? Alors, pardon. Donc, nous-mêmes, on a créé un guide sur les aidants en entreprise qu'on a distribué auprès des salariés pour les sensibiliser sur ces problématiques-là. Et puis, aujourd'hui, on sait que les aidants, ils ont trois besoins. Ils ont un besoin en ressources, en temps et en accompagnement. Et donc, notre rôle, c'est aussi de négocier des choses pour les aidants. On a parlé tout à l'heure des accords de dons de RTT. Ça fait partie des dispositifs qu'on peut négocier pour les aidants. Et puis, en termes de temps, etc., chez BPCE, dans la branche Banque Populaire, on a négocié des jours pour les aidants au niveau de la branche. Donc voilà, okay, en termes de dispositifs, ce qu'on peut nous faire en tant que syndicat, c'est de négocier des choses pour les aidants. Bien sûr. Et alors, on y viendra sur les accords parce qu'il y a une forte actualité aussi des entreprises sur les accords. Christine Amidel, on parle d'accompagnement. À l'instant, on vient dire, voilà, il y a quel type d'accompagnement, etc. Alors, vous avez fondé la plateforme Tilia. Oui. Issu en fait d'un appel à projet au sein de BNP Paribas. Oui. Vous étiez à BNP Paribas et vous avez saisi l'occasion pour porter cette initiative. Comment vous est venue l'idée ? Alors, je suis aidante et j'ai été aidante doublement. J'ai accompagné ma grand-mère sur sa fin de vie, mais j'ai aussi un de mes 3 garçons qui est dyslexique et dysorthographique. Sauf que je ne réalisais pas que j'étais aidante quand je m'occupais de mon fils et que mon mari et moi mettons en place toute l'organisation que nécessite l'accompagnement d'un enfant avec des troubles 10. Sauf que dans l'accompagnement de fin de vie de ma grand-mère, des problématiques d'organisation du quotidien, du maintien à domicile, très complexes à gérer, plutôt chronophages, nécessitaient finalement que je m'absente, que je me mette à temps partiel. Et donc là, forcément, quand on est aidant, qu'on est collaborateur engagé d'une entreprise, on n'a pas envie de faire un choix entre son rôle d'aidant et son job. Donc j'ai profité de cette opportunité, effectivement, pour participer à ce programme d'intrapreneuriat. Donc j'ai proposé Tilia, qui est aujourd'hui un dispositif qui s'adresse aux entreprises et qui accompagne à la fois dans ce que vous disiez, les sujets de sensibilisation, de pédagogie, de détection, vraiment un accompagnement 360 qui va permettre de bien capter les attentes finalement et les besoins à la fois des collaborateurs aidants, mais aussi des collaborateurs, des collègues, des aidants, parce qu'il y a aussi des besoins, parce que bien souvent c'est de manière officieuse qu'on s'entraide au sein d'une équipe, qu'on s'organise en termes de temps, et puis au niveau des managers. Et donc, on va proposer finalement un dispositif clairement à l'entreprise. Et puis après, le cœur de l'activité Tilia, c'était vraiment un accompagnement, ce que moi m'avait manqué en tant qu'aidante, qu'on a bien sûr dans une démarche agile, vraiment challengée au niveau des besoins. C'était de se dire, quand on est aidant, on manque de temps, on a besoin de coordination, d'organisation, d'identifier des prestataires qualifiés, parce qu'on n'a pas toujours cette expertise. Et donc, on va pouvoir mettre en place, avec cette plateforme qui est une application partagée entre les aidants, l'écosystème, parce que dans une fratrie, on est plusieurs à s'occuper, mais il y a un aidant référent. Et donc, une application qui agrège toutes les informations au travers d'un agenda partagé. Mais surtout, le plus, c'était la composante humaine. C'est-à-dire que je vais pouvoir solliciter des assistants personnels pour me trouver des infirmières, des auxiliaires de vie, pouvoir prendre les rendez-vous à ma place. Et donc, ça veut dire qu'en tant qu'aidant, je ne vais pas poser une demi-journée pour appeler tous ces organismes. Donc, les 3 valeurs ajoutées, c'était vraiment faire gagner du temps, répondre à ces problématiques de manque d'information et d'expertise. Parce que quand on bascule dans ce rôle, auprès de qui je m'adresse? On n'a pas forcément toujours le réflexe, même si chez BNP Paribas, on est bien lotis avec 40 assistantes sociales, on n'a pas toujours le réflexe de se dire déjà, je suis aidant.
6 aidants sur 10 ne se considèrent pas comme aidants. Moi, la première, j'étais aidante de mon fils, mais j'étais sa maman, voilà, mon mari était son papa. Voilà. Donc il y a cette problématique-là, d'abord, de dire on va intervenir en entreprise pour sensibiliser, éviter justement de stigmatiser, pouvoir lever un peu ce tabou, donner des clés de détection. Alors même si c'est compliqué aujourd'hui, l'idée c'est pas de faire une déclaration des aidants, mais simplement de dire comment leur donner la parole, les valoriser. Marie parlait tout à l'heure de la valorisation des compétences. Il y a un vrai sujet, alors, peut-être pas de valorisation, mais de reconnaissance des compétences et de mise en valeur quand même de tout ce qu'on a développé quand on est aidant. Voilà. Alors, comment leur donner... Et je précise quand même que Tilia ne travaille pas que pour BNP Paribas. Non. Hein, vous m'avez cité Adecco, Engie et quelques autres. Oui, on a intégré la mutuelle Intégrance, par exemple. Donc, tous les bénéficiaires de cette mutuelle peuvent faire appel à Tilia. Et puis, Engie, au niveau du corporate aussi. Donc, oui. Voilà. Et également intégré à la clientèle pour la convention banque privée de la clientèle de BNP Paribas. Voilà. Marie Mongrenier, quand on cherche, on vient de parler des prestataires, du choix du prestataire, de la qualité de service. Comment vous faites comment êtes-vous certaine que tel prestataire, tel service qui est apporté à votre salarié aidant est de qualité? Alors, bien sûr, c'est une grande responsabilité dans la mesure où, lorsqu'on confie nos collaborateurs, on le fait auprès d'institutionnels. Qui ont quand même pignon sur rue. Ce qu'on regarde, c'est vraiment ça. Généralement, on analyse. On a beaucoup d'associations qui sont aussi... que la Fondation BNP Paribas subventionne. Donc, on regarde aussi, lorsqu'elle subventionne, il faut aussi une analyse de ces entreprises, de ces associations en tout cas. Mais ce qui est important vraiment pour nous, c'est qu'elles aient pignon sur rue et institutionnellement, qu'elles aient été validées comme étant compétentes. On confie nos collaborateurs à des spécialistes et des experts de la thématique ciblée. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors, il y a beaucoup de start-up qui viennent vers nous. On a beaucoup de candidats. On regarde toujours avec, bien entendu, beaucoup d'attention parce que c'est important, l'innovation et la créativité. Nous sommes quand même aussi très attentifs à ces évolutions. Bien au contraire, on a besoin d'avancer, mais voilà, on vérifie en tout cas ces critères qui sont très importants pour nous avant d'orienter nos collaborateurs vers un prestataire. Du côté de Société Générale, la méthode est comparable? Oui, c'est comparable. Je rebondis sur le nombre de prestataires de start-up qui se présentent à nous. On voit qu'en tout cas, il y a une vraie résonance de tout ce qui est... Je vais aller au-delà des aidants, de l'intergénérationnel, de plus en plus dans des start-up, des sujets qu'on voyait assez peu il y a quelques années. Et alors c'est à la fois très intéressant, très important, et effectivement nous aussi on regarde avec beaucoup d'attention. Et puis il y a toujours effectivement ce prisme de est-ce que c'est vraiment de qualité, est-ce que voilà. Donc ça c'est vraiment un sujet quand même majeur, et je pense qu'il va se développer avec plein d'idées super intéressantes. Et là aussi c'est un sujet qui est partagé, j'imagine, avec les organisations syndicales, les représentants des salariés. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, vous confirmez Oui, bien sûr, bien sûr. Ça tombe bien. Nous avons aussi une vidéo sur ce thème de M. Guillaume Staub, qui est une autre donc, plateforme du même type que Tilia. J'imagine qu'il y a des différences, bien sûr. Et donc, Guillaume Staub, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, mais en revanche a fait une vidéo. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Bonjour à tous, Guillaume Staub, cofondateur de Prevencare, un service de care management dédié à l'accompagnement des salariés aidants en entreprise. Premier point, un petit point de contexte avec 4 chiffres. On considère qu'il y a 20% d'aidants familiaux dans les entreprises, quelle que soit la taille des entreprises, de la TPE au grand groupe. On considère également que 60% des aidants sont des aidantes, donc des femmes. L'âge moyen, de plus en plus jeune, 39 ans, est l'âge moyen aujourd'hui des aidants. Enfin, dernier chiffre important, 83% des salariés attendent un soutien de la part de leur entreprise lorsqu'ils font face à la fragilité d'un proche. Alors justement, comment accompagner au mieux ces salariés qui font face à la fragilité d'un proche? Je rappelle, la fragilité, c'est aussi bien le grand âge, la maladie, que le handicap. Et bien pour accompagner de manière
concrète un salarié qui fait face à la fragilité d'un proche, il faut mettre en place un dispositif de care management. C'est-à-dire un dispositif qui, à travers des care managers, des spécialistes des questions sociales et familiales, vont accompagner l'aidant dans une notion de parcours de soins. Le care manager, qui est vraiment un expert des questions médico-sociales, va prendre par la main le salarié aidant et va l'accompagner du début jusqu'à la fin pour le soulager et lui apporter ainsi une véritable sérénité lorsque ces derniers fait face à la fragilité d'un proche. Le care manager, il est en capacité de faire plusieurs choses. La première, il va évaluer l'ensemble des besoins pour bien comprendre la situation et le contexte de l'aidant et de son proche fragile. Donc une évaluation multidimensionnelle des besoins. Et puis le care manager va pouvoir, après cette évaluation, rechercher les différents dispositifs existants pour le rôle, pour le compte du salarié aidant. Il va faire pour le compte de, toujours avec le salarié, mais pour le compte du salarié aidant. Il va également aller chercher donc les devis auprès des différents prestataires de services. Il va également aller chercher les différents dispositifs, que ce soit des aides financières, des aides humaines ou des aides techniques. Une fois que l'ensemble de ces dispositifs ont été trouvés, il va coordonner lors de la mise en place les différents services et assurer un suivi sur une période à peu près d'un mois pour s'assurer que l'ensemble des dispositifs se mettent correctement en place. Vous l'avez compris, le rôle du care manager est une solution concrète pour pouvoir accompagner au mieux ces salariés aidants et les soulager complètement du début jusqu'à la fin. Je vous remercie. Philippe Marpeau, on vient d'entendre Guillaume Staub qui nous parle de care manager. Il insiste beaucoup sur cette fonction, en fait. Comment vous la traduisez, vous, chez BPCE? C'est une solution qui est mise en place dans certaines entreprises, mais je voudrais ajouter deux choses. Je crois que c'est efficace à partir du moment où il y a un diagnostic, une bonne connaissance des aidants dans l'entreprise déjà. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre à disposition des services sans qu'on ait fait ce travail au plus près des populations qu'on a dans les entreprises. Et puis là, on est encore dans des services. C'est très important de mettre à disposition des services. Mais je crois qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, c'est le problème de l'organisation du travail. Et on a eu l'occasion de mener des dispositifs d'écoute de type mesure d'impact qu'on utilise habituellement dans les transformations. Pour conduire des transformations, où on va interviewer des collaborateurs sur leur travail. On va leur demander très schématiquement qu'est-ce qui vous demande le plus d'efforts, et ça, on l'a fait sur des aidants. Et on a vu qu'ils avaient une demande très forte sur l'organisation du travail. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que c'est aussi, quand on dit organisation du travail, ce n'est pas des personnes qui demandent un allègement. C'est des gens qui veulent jouer leur rôle et surtout pas moins travailler, mais ils veulent pouvoir travailler autrement. Ça veut dire que c'est une deuxième étape qu'on va conduire avec des entreprises. C'est la même démarche que celle qu'on a conduite avec des aidants, en allant travailler sur des panels d'aidants. On va le conduire avec des managers et des collègues d'aidants, pour voir ce qui, pour eux, est le plus difficile dans ce type de situation, de façon à pouvoir mettre en place des dispositifs qui aident qui appuient vraiment les aidants, mais qui ne se fassent pas non plus au détriment d'une organisation de travail. Il ne s'agit pas de redonner le problème au manager qui va être pris en étau entre un fonctionnement, une organisation d'équipe, et puis des choses qu'il va devoir accorder sans toujours savoir très bien comment les intégrer dans le fonctionnement. Puis après, il y a des problèmes d'équité aussi. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler... D'équité, c'est-à-dire c'est-à-dire que les autres collaborateurs qui n'ont pas ces facilités peuvent avoir le sentiment que par moment, les choses reposent beaucoup sur eux. Donc ce qui peut être légitime. Donc comment on peut travailler ensemble au sein des équipes pour mettre en place des organisations qui permettent de bien travailler et d'intégrer des aidants. Et je crois que la problématique de fond, elle n'est pas propre aux aidants, c'est vraiment l'organisation du travail. Les services, ils viennent naturellement après, à partir du moment où on a pu assez bien traiter ce problème, les services viennent assez naturellement. Et puis je voudrais revenir sur un point, on a parlé de l'identification des aidants. L'identification des aidants, c'est assez compliqué parce que c'est vrai que nous, quand on en a interviewé, on a senti que c'est des gens qui aimeraient qu'on connaisse leur situation,
mais qui ont beaucoup de mal à en parler. Donc tout ça, ça repose sur des questions de confiance. Il faut mettre en place un écosystème où ça peut se parler. Et en fait, ce qui a été beaucoup mis en place dans les entreprises, c'est des dispositifs de formation des aidants dans lesquels ils travaillent sur plusieurs mois à intervalles réguliers ensemble. Alors, ils acquièrent dedans des choses qui leur facilitent, bien évidemment, l'orientation pour trouver des solutions. Mais surtout, ça crée des collectifs. Et c'est ça qui est peut-être le plus important, c'est qu'à partir du moment où ils sont intégrés dans des collectifs, ils ont le sentiment d'avoir un appui, ils en parlent plus facilement, et il y a quelque chose qui se répand comme ça plus facilement dans l'entreprise, et ça peut aller jusqu'à avoir d'anciens aidants qui vont être le parrain d'aidants de nouvelles promotions, qu'on va intégrer dans les formations pour qu'ils viennent présenter un petit peu ce qu'ils ont vécu et comment on peut travailler ensemble. En fait, le fond du débat, je crois, c'est vrai qu'il faut que la parole soit libérée, mais elle est compliquée parce que quand on est dans ces situations-là, on a quand même peur d'une forme de stigmatisation, puis de dire, ma carrière, elle va être... Ça nous a beaucoup frappé quand on a interviewé des aidants. Il y a des personnes qui vous disent, moi, je ne veux surtout pas changer de travail parce que j'ai trouvé un équilibre. Et si on me donne un autre travail, je ne sais pas si je vais préserver cet équilibre. Donc, inconsciemment, certains, enfin même quelquefois, ils vous le disent à haute et intelligible voix, ils ont renoncé à faire carrière, ils renoncent à des promotions, parce qu'ils ne voient pas comment ils peuvent concilier les deux. Alors, ce n'est pas quelque chose de facile à faire, mais je crois que le fond du débat, c'est vraiment de pouvoir travailler sur l'organisation du travail, et ce n'est pas propre, ça va être pareil pour les parents. Enfin, il y a eu quand même, je crois que la situation là, ce qui s'est passé avec le confinement, avec des gens qui se sont retrouvés soudainement en situation de télétravail absolument pas préparés, dans des conditions matérielles, alors je parle de leur situation familiale qui n'était pas évidente, ça a montré que cette conciliation elle va sans doute être un des enjeux d'avenir, parce qu'on a des challenges au boulot, mais on a des challenges chez soi, on a des challenges familiaux, on a d'autres challenges et il faut pouvoir les concilier. Alors justement, vous parlez du Covid, est-ce que cette période tout à fait particulière, inédite, a été, Marie Mongrenier, j'ose le dire, riche d'enseignements de ce point de vue? Alors, elle a été riche d'enseignements, mais effectivement, dans les modes de communication qu'il a fallu mettre en place pour accompagner, on a mis en place effectivement nous, on a mis en place une cellule d'écoute psychologique, un organisme du coup mais qu'on l'a gardé. On avait déjà en place ce dispositif, on l'a accentué et encore plus communiqué parce que c'est très important effectivement de libérer la parole, de pouvoir échanger entre soi, c'est essentiel. Et puis une veille aussi avec les RH et puis le service social et le service de prévention et de santé au travail pour pouvoir accompagner ces aidants qui étaient confrontés à des situations inextricables, avec à la maison un proche qu'ils devaient accompagner au quotidien et on acceptait qu'ils soient dans des conditions de travail très dégradées, voire payés sans travailler. Ça a permis aussi de révéler des situations qui jusqu'alors étaient non pas dissimulées, mais en tout cas non exprimées. Révéler, oui ou non, parce que vous étiez en télétravail dans une situation un peu particulière, où vous étiez aussi un petit peu isolé dans l'ombre, donc il a fallu aussi nous chercher, voir pourquoi les gens étaient isolés. Donc je crois que c'est un dispositif d'entraide sociale, j'ai envie de dire, et comme on en parlait beaucoup plus dans les médias, ça a été plus simple aussi peut-être de se déclarer à ce moment-là. Et de fait, on vous rendait vos proches à la maison, vous n'aviez pas le choix, mais comme les parents, les écoles étaient fermées, je crois qu'il y a eu un mouvement qui était très important dans la prise de conscience générale de ces situations qu'on n'abordait pas, qui étaient assez inédites, dont on ne parlait pas. Et on a pu aussi effectivement voir à cette occasion que les personnes avaient des compétences formidables d'adaptation, d'organisation. Et du coup, on voudrait poursuivre aussi dans cette organisation, de dire on a été capable de démontrer qu'on pouvait s'organiser. Pourquoi aujourd'hui on ne va pas encore dans cette même voie? Donc chez BNP Paribas, évidemment, qu'on a des dispositifs qui permettent d'accompagner. On a d'abord tous nos guides pour les aidants, on a nos actions de sensibilisation, on a du temps à la carte, on a le don de jour, bien entendu. Et là, on développe le télétravail au moins à 50%, lorsque c'est possible dans certaines entités. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on fait avancer le plus possible.
Frédéric Guyonnet, sur ce point, la période Covid, on va dire, pour faire simple, la période Covid, du côté de votre organisation syndicale, vous avez eu un constat du point de vue, alors toujours du salarié aidant. Alors moi, je vais être plus nuancé. Parce que, alors il y a aidant et aidant. Lorsque vous aidez une personne avec un fort handicap, l'entreprise est un peu la bulle d'oxygène où on se retrouve, on change d'air, etc. Avec le télétravail, il n'y a plus cette bulle d'air. On s'est retrouvé avec des salariés qui étaient constamment en fait avec les problématiques de l'aidant. Et il n'y avait plus le sas de décompression du travail. C'est un équilibre entre les deux, entre le lieu de travail, le domicile, et le télétravail a cassé un peu cet équilibre-là, et on a eu des salariés qui étaient en difficulté par rapport à ça, donc avec un risque de RPS sur ces salariés-là. Mais comme dit Marie Mongrenier, ça permet aussi de ne pas oublier l'enseignement. C'est-à-dire que vous dites, on retient quand même quelque part la leçon, si on peut dire, on retient, ça nous sert d'expérience, et vous aviez déjà des outils avant, et vous les avez renforcés finalement. Moi, c'est ce que j'ai compris aussi. Hein. Donc, Jean-Charles Échard, on parlait de compétences. Philippe Marpeau à l'instant nous disait certains n'osent pas dire parce qu'ils peuvent se dire mais moi je fais ce métier, j'ai ces fonctions, je ne peux pas évoluer parce que j'ai aussi cette situation personnelle qui fait que, etc. Comment vous gérez ce genre de... Une fois que c'est repéré, bien sûr, comment vous gérez ce genre de situation? Alors, déjà, juste sur la partie repérée, moi, ce dont je rêve, c'est d'arriver finalement à la libération de la parole telle qu'il y a eu sur la partie enfant. Quelques années, on ne disait pas trop, beaucoup d'enfants, etc. Ouh là là, ça va être compliqué, etc. Bon, si on arrive au même niveau de je suis aidant, etc., on se rend compte qu'on peut avoir beaucoup d'enfants et que ça ne pose aucun problème. On peut être aidant et ça ne pose pas de problème non plus en termes de carrière. Ça, c'est la première chose. Une fois que c'est identifié, clairement, il y a un certain nombre d'adaptations en termes d'horaire qui sont réalisées, qui restent encore aujourd'hui beaucoup dans le bilatéral avec le manager. La RH intervient, l'assistante sociale intervient, etc. Mais il est vrai qu'on manque encore également de sensibilisation des managers autour de cette problématique pour être sûr d'avoir un traitement, pour le coup, équitable de l'ensemble de nos salariés. Donc ça, c'est un sujet qui va continuer à être poussé. Je voudrais revenir sur les exemples qui ont été donnés. Pendant le Covid, on s'est rendu compte aussi d'aidants qu'on ne percevait pas forcément avant, qui étaient des aidants un peu à distance. Donc des aidants qui vont par exemple prendre le relais le week-end de leur frère ou sœur qui, je ne sais pas, à Lyon s'occupe d'un parent, et qui, pendant le confinement, ne pouvaient pas y aller. Et on a vu arriver des pics de stress absolument phénoménaux chez ces aidants, que je ne vais pas appeler ponctuels, mais aidants du week-end, je ne sais pas si c'est le bon terme. Voilà. Donc, tout simplement une catégorie qu'on n'avait pas forcément identifiée. Donc, voilà, c'est intéressant aussi, parce qu'on se dit qu'il y a des choses à faire aussi à ce niveau-là, et notamment sur peut-être des services à distance qui existent, hein, mais qui ne sont peut-être pas énormément poussés aujourd'hui, des services. On a vu des services autour c'est une start-up qui utilise le terme de voisins aidants, qu'on a trouvé assez intéressant, enfin en tout cas qui résonnait sur des cas qu'on avait vus. Donc voilà. C'est ça. D'ailleurs, on citait tout à l'heure le rapport de France Stratégie de février dernier, qui insiste beaucoup sur ce point-là, c'est-à-dire comment on repère, comment on contourne le premier réflexe pour certains, de ne pas le dire parce qu'on est dans l'intime, vous l'avez dit, etc. Christine Lamidel, comment on adapte la réponse à la diversité des situations et des profils? J'ai presque envie de dire des profils. Alors, je rejoins ce que vous disiez. En fin de compte, quand on accompagne une entreprise, peu importe son niveau de maturité, c'est important de pouvoir mettre en place un cercle vertueux qui commence par effectivement libérer la parole, prendre conscience que ce sujet existe, ne pas le nier et que potentiellement chacun d'entre nous peut basculer dans ce rôle d'aidant finalement parce que on l'a vu, on a fait un baromètre, nous, en 2020 et en 2017, qu'on va réitérer l'année prochaine, le baromètre Aider et Travailler, avec le Lab RH, avec Interfacia,
qui nous a permis de pouvoir apporter de manière quanti des chiffres. Parce que les entreprises qui nous sollicitaient ou avec lesquelles on échangeait, finalement, n'avaient pas de mesure d'impact, n'avaient pas de KPI sur... effectivement, avons-nous des salariés aidants? Donc cette première phase est importante. Après, l'identification, ça passe aussi par déconstruire les idées reçues, beaucoup de sensibilisation. Et puis, justement, ce que je vous partageais tout à l'heure, c'était de mettre en place un diagnostic. Finalement, une espèce d'état des lieux. Quand on commence à accompagner une entreprise, on construit avec elle. Parce que c'est important de comprendre, je vous le disais, les attentes des collaborateurs aidants, mais de toute l'entreprise. Chaque acteur aussi doit s'emparer du sujet. On a des retours d'expérience d'entreprises avec lesquelles on travaille qui nous ont dit, pendant des années, ce que vous partagiez, on a mis en place un dispositif assez coûteux qui n'a pas été utilisé. Finalement, c'est parce que cette solution ne correspondait pas aux situations vécues par les salariés. Donc ça commence par effectivement poser les attentes des uns des autres pour y répondre de manière après très concrète. C'est presque un peu du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on le parlait tout à l'heure des groupes de parole, certains ont besoin d'échanger avec des pairs, d'autres vont avoir besoin d'avoir un relais psychologique, quand d'autres vont avoir besoin de café des aidants, de manière peut-être effectivement plus opérationnelle, des services tels que TILIA pour plutôt de l'accompagnement, de détection des prestataires. Et ça fait partie de finalement cette boucle qu'on doit mettre en place et qui doit aussi passer par un environnement, vous le disiez également, que je rejoins, de bienveillant, de confiance. Parce que, encore une fois, pour libérer la parole, il faut que les collaborateurs se sentent en confiance, se disent quel avantage j'ai à finalement exprimer le fait que je sois aidant. Parce que du coup, je vais pouvoir peut-être avoir des droits auxquels je peux prétendre, mais dont je n'avais pas connaissance. Voilà, donc c'est vraiment ce cercle-là vertueux qu'il faut pouvoir mettre en place, accompagner. Alors moi, on me signale qu'il est quand même déjà 18h20 à peu près, donc on a allègrement dépassé l'horaire. Je m'en excuse auprès des personnes qui nous suivent en ligne, mais je crois que c'est important. Et néanmoins, j'ai encore quand même 3 questions. Alors on va essayer d'aller vite, mais je crois que ça vaut le coup. D'abord, il y a celle qui a été soulevée, des compétences. Quand on est aidant, salarié aidant, on va dire reconnu, assumé, accompagné. Quelles sont les compétences ou les qualités que j'ai pu acquérir et qui intéressent l'entreprise? Est-ce qu'on peut poser d'ailleurs la question comme ça? Je me tourne vers vous, Marie Montgrenier. En fonction de votre statut d'aidant et de la personne que vous accompagnez, vous êtes un mini-chef d'entreprise, j'ai envie de vous dire, quelque part, puisque vous êtes dans l'organisation permanente. Vous êtes aussi effectivement dans une capacité d'adaptation, dans une coordination, et ça c'est très important, avec cette capacité de résilience, de distanciation. Donc c'est quand même, à mon sens, des compétences essentielles lorsqu'on veut aussi évoluer au sein d'une entreprise. Donc, je pense que c'est déjà les premières choses. Chez BNP Paribas, on a un outil qui s'appelle About Me, dans lequel les collaborateurs... Qui s'appelle, pardon ? About Me. D'accord. Qui permet du coup de renseigner vos propres compétences. Notre ambition, c'est effectivement de pouvoir élargir cet outil pour... qu'il y ait un matching des compétences les plus étendues possibles et que le collaborateur aidant, du coup, puisse aussi, à l'intérieur de cet outil, déverser ce type de compétences. Et du coup, on le valorise, mais aussi on le met comme un individu au même titre qu'un autre, avec les mêmes chances et le même bagage. Parce qu'on parlait tout à l'heure de la difficulté, finalement, de mettre en avant, de dire « je suis aidant ». C'est pas si simple. Et puis, on parle des aidants qui accompagnent des situations de vulnérabilité, mais on a aussi les aidants occasionnels, que sont les grands-parents en activité, qui ont besoin eux aussi, quelque part, de pouvoir s'occuper de leurs petits-enfants pour permettre à leurs enfants de développer aussi leur carrière. Oui, ça fait aussi partie des situations d'aidants dont on n'a pas parlé, et donc c'est assez multiple. On voit que le sujet, on est bien d'accord, le sujet est très vaste. Sur ce point, BPCE, Société Générale... On a commencé à introduire certaines entreprises ont introduit dans les entretiens annuels une rubrique sur le sujet. D'accord. Alors la question est toujours la même, c'est qu'il faut être dans suffisamment confiance pour que la personne puisse en parler. Je crois que la deuxième chose qui peut être faite aussi, c'est de donner la parole aux personnes aidantes sous différentes formes. Ça peut être des témoignages, ça peut être des interventions dans le cadre de formations, de colloques où elles disent un peu leur vécu.
Et on s'aperçoit, c'est vrai qu'elles développent des compétences qui sont bon, quelquefois elles concilient un peu l'inconciliable, quoi. Jean-Charles Échard. Oui, Vous confirmez? Oui, je confirme complètement. Pour aller vite. Non, mais non, mais absolument. Ce qui est important, c'est aussi le fait que ce soit écouté, reçu cette compétence, notamment d'organisation. Je pense que celle-là, voilà, que ça c'est vraiment très très important, que ça dépasse finalement la perception de « ah oui, mais il ne va pas être très disponible », oui, mais il est très organisé. Voilà. Et du coup, ça vaut largement peut-être les petites plages d'indisponibilité. Si je peux me permettre, dans notre baromètre, on avait effectivement 86% des aidants répondants qui évoquaient avoir développé des soft skills ou aptitudes comportementales du fait de leur rôle. On parlait aussi de prise de recul, gestion du stress, après des soft skills type empathie, pouvoir aussi être dans la négociation, la médiation. Voilà. Oui, c'est important. Alors, deuxième question. Il y a un groupement d'employeurs britanniques. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'études, mais j'ai trouvé celle-là, qui indique que la prise en compte de situations de salariés aidants dans l'entreprise générerait 69% de gains de productivité. Qu'en pensez-vous? Ça dépend, difficile à calculer. Difficile à situer, c'est voilà. Puis ça dépend du secteur d'activité. Ça paraît énorme. Ça paraît énorme. Non, mais ça dépend peut-être du secteur d'activité. Un gain, c'est sûr. Oui. Il faut aller plus loin dans l'étude. C'est des questions de qualité du travail, en fait. Donc, à partir du moment où le travail peut se faire dans des conditions... Enfin, à partir du moment où il peut y avoir une vraie qualité du travail, parce qu'on réussit à concilier différentes choses, on peut... légitimement penser qu'il y a de véritables gains de productivité, puis ne serait-ce parce qu'il y a plus de dialogue, plus de confiance. On le voit bien dans des situations où il y a des dispositifs qui sont très personnalisés, parce que je pense que ça va être un peu la nécessité de l'avenir, que d'avoir une très bonne connaissance des aidants pour pouvoir cibler ces dispositifs sur ceux qui en ont le plus besoin et faire du sur-mesure pour certains, quelquefois temporairement, mais faire des choses qui sont tout à fait différentes de ce qui se fait habituellement, tout en restant dans des enveloppes globales qui sont compatibles avec les moyens des entreprises. Le dispositif générique, on s'aperçoit qu'il n'est pas toujours très utilisé, et c'est sans doute lié à ça. En fait, on donne pour tout le monde, alors que certains qui sont en très grosses difficultés ne peuvent pas vraiment en parler et bénéficier de quelque chose de dérogatoire à ce qui se fait habituellement. Vous disiez tout à l'heure, si on réfléchit aidant en termes d'organisation du travail, si je fais le parallèle avec le télétravail, quand il est bien pensé et bien organisé, etc., il y a effectivement ce gain de productivité évident. Donc je pense 69%, ça m'étonne un peu, mais qu'il y a un gain vraiment significatif de productivité, j'ai aucun doute. Si c'est vraiment conçu comme une nouvelle organisation du travail. Dernier point, parce qu'il faut bien finir à un moment donné. On a le temps de répondre quand même. Dernier point, l'attractivité, la fidélisation, ce type de service dans vos entreprises, dans des entreprises telles que les vôtres. On parle bien du secteur bancaire, on parle bien de vos entreprises. Est-ce que on a compris que c'était une attente d'un certain nombre de salariés qui se trouvent dans ce genre de situation, bien sûr. Est-ce que ce sont aussi des points d'attractivité et de fidélisation, selon vous? Et bien sûr, Frédéric Guyonnet, si vous avez une réponse également. Non, mais c'est évident que lorsqu'on apporte un service et une écoute aux salariés, ils ont envie de rester dans l'entreprise. Ça fait partie de la qualité de vie au travail. Le SNB, on a fait une étude à la semaine du handicap, autour du handicap et des aidants, sur le secteur bancaire. Et une majorité des répondants qui étaient aidants nous ont dit qu'ils restaient dans le secteur bancaire parce que on avait pris en compte en fait leurs problématiques. Donc ça, c'est très important. Donc fidélisation, oui. Attractivité dans ce monde concurrentiel, au regard des talents. Oui, bien sûr. Vous avez pu l'évaluer ou pas? Il n'y a pas d'études particulières, mais intuitivement, donc vous êtes tous d'accord pour dire que bien sûr, ça fait partie de l'arsenal à proposer. Beaucoup plus grande aujourd'hui. Auparavant, je crois qu'on avait une vision, on faisait sa carrière, et on adaptait ce qui était autour à la carrière.
Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une exigence, même chez des gens très qualifiés, qui ont une exigence de conciliation entre des contraintes personnelles, des souhaits personnels et puis l'activité qu'on va mener. Donc, il faut trouver le moyen d'assouplir tout ça. Merci beaucoup. On arrive au bout de notre table ronde. Merci à tous nos intervenants et toutes nos intervenantes pour les échanges. Je crois qu'ils ont été très fournis, très riches. Évidemment, l'ensemble de la table ronde sera téléchargeable sur le site de l'AFB et n'hésitons pas à largement le diffuser. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.